oui ou non. Bien évidemment, il n'y a aucune obligation là-dessus. Ça marche. Voilà. Et il y a déjà des personnes. Bonjour Samira. Bonjour tout le monde. Il y a Céline, bonjour. Ouh là là, ça va vite là, il y a du monde. Bon, il est 13h29. Nous avons prévu de démarrer à 13h30. Donc, une minute, un peu moins d'une minute, nous allons démarrer cette webconférence. Et j'ai le plaisir d'être avec Pierre. Bonjour Pierre. Eh ben bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Très bien. Bon, super, super. Aujourd'hui, et Pierre donc du cabinet de conseil R&B Partners qui va nous parler du business plan. On vous en dira un peu plus dans un instant. Vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Ah bon. Super. Ça a l'air d'être bon. Parfait, excellente nouvelle. Excellente nouvelle. Bon, il y a des noms que j'ai vus ce matin, la webconférence de ce matin, c'est super, ça, c'est bien, on est très content que vous nous suiviez comme ça. 13h30, je vous propose de démarrer cette webconférence. Donc aujourd'hui, enfin cet après-midi, pardon, nous allons parler de business plan, le business plan, et cette animation sera donc assurée par Pierre du cabinet de conseil R&B Partners. Pierre, bonjour. Eh ben bonjour. Bonjour, bienvenue à l'ADI, bienvenue aux webconférences de l'ADI. Eh ben merci beaucoup. C'est une première? C'est une première en effet. Vous allez une voir. première, donc. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Et bonjour à tous. Ouais, et donc nous le format, on va rester voilà, essayer de faire tenir tout ça en 1 heure, bien évidemment. La webconférence enregistrée, le support vous sera communiqué en PDF. Moi, très rapidement, je fais une petite introduction, je vais vous parler de l'ADI. L'ADI, c'est Association pour le droit à l'initiative économique. Donc nous sommes une association reconnue d'utilité publique. Notre métier, le financement et l'accompagnement de projets de création et de développement d'entreprises. Nous sommes présents partout en France, France métropolitaine, mais également Réunion, Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Donc vous voyez, c'est un réseau très étendu, et également en Polynésie et Nouvelle-Calédonie. Et qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons des conseils, de l'accompagnement, de la formation, mais également des financements et des solutions d'assurance, tout ça pour la réussite de votre entreprise. Les présentations étant faites, je passe la main à mon collègue Pierre. Merci, et Michel. Moi, je m'éclipse, je me mets sur le côté, mais je reste là. Bon, bonjour à tous. Moi, je suis Pierre Menton. Donc, comme disait Jean-Michel, je suis consultant. Je viens du cabinet R&B Partners. Donc, on a un petit cabinet de conseil. On travaille pour des assureurs. Et donc, c'est moi aujourd'hui qui va animer cette petite conférence donc sur le business plan. Donc, le business plan. Alors, je prends en même temps mes marques sur l'outil. Donc le business plan, qu'est-ce que c'est? Donc on va le voir dans quelques instants. C'est donc un outil qui est vraiment indispensable. C'est pour convaincre un investisseur. Ça fait partie de cette petite trousse à outils d'indispensables, d'outils qu'il vaut mieux connaître, voilà, pour pouvoir se préparer à la création de son projet en entreprise. Donc comment est-ce que on va décomposer cette présentation? Donc, on va décomposer cette présentation en 2 parties. Donc, le business plan, où vous en avez déjà sûrement entendu parler. Chacun peut d'ailleurs avoir un peu sa conception, sa vision du business plan. Il n'y a pas qu'une seule manière de le concevoir, de l'imaginer. Moi, je vais vous donner une vision, donc ma vision du sujet aujourd'hui. Et donc, dans une première partie, on va voir les grands principes du business plan. Donc, on va être un petit peu théorique dans un premier temps. On va définir ce qu'est un business plan, voir les grandes notions, à quoi ça sert, et puis aussi, important, les avantages du business plan, mais aussi les limites, parce qu'on le verra, il y a aussi des limites à cet exercice qu'est le business plan. Et dans une seconde partie, on switchera de cette présentation à un document Excel où on fera un cas pratique. Je vais vous montrer donc voilà un exemple de business plan. Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas de son. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Je vois dans le son fonctionne bien sinon pour tout le monde, ou c'est vraiment une personne qui a un petit souci? Ils sont très bien. D'accord, ok. Très bien. Alors, donc il faut démuter, je pense.
en effet, peut-être, Nour, si vous pouviez actualiser rafraîchir votre page. Ensuite, bon, des choses un peu basiques, hein, ça va vous sembler un peu bête, mais vérifiez vos branchements, le volume aussi. Et comme le dit Mireille, voilà, il faut peut-être cliquer sur la partie son, donc n'hésitez pas. Et ça devrait fonctionner. Voilà, et donc du coup, alors une fois que vous aurez le saut, donc un cas pratique donc dans un second temps, donc ce fameux document Excel, un cas concret où on verra, voilà, on a un projet d'entreprise et donc ce sera un modèle un petit peu simplifié hein, d'un business plan. Donc comme ça, on pourra un petit peu plus facilement se projeter. Donc on va attaquer la première partie et donc on va commencer par le commencement. Qu'est-ce qu'un business plan? Donc alors une petite définition hein, que vous pourrez trouver sur Google, Wikipédia et j'en passe. On va commencer par un peu d'académique. Alors le business plan, c'est un document visant à synthétiser et présenter les tenants et aboutissants d'un projet. Donc c'est un outil qui expose le besoin de financement et le potentiel de rentabilité d'un projet entrepreneurial. Donc quand on a dit ça, on n'a pas forcément dit grand-chose, on a peut-être un petit peu du mal à se projeter. Et comme je le disais, chacun va avoir sa vision de cet outil, de cet exercice. Mais s'il y a un élément commun, normalement, à chaque business plan, même si chacun le présentera comme il le sera, c'est de se dire, OK, mon projet, combien ça coûte et combien ça rapporte. Voilà, ça, vous le retrouverez à peu près toujours dans votre définition du business plan. Après, on va quand même un petit peu zoomer pour un petit peu rentrer dans le détail quand même. Alors, et on va se demander à quoi ça sert donc un business plan. Donc, on peut décomposer ça en trois phases. Alors, en amont du projet, entreprise, ça va vous permettre, vous, en tant qu'entrepreneur ou futur entrepreneur, de jauger de la viabilité du projet, en fait, en amont. Vous allez pouvoir justement mettre un petit peu à plat une idée abstraite en quelque chose d'un petit peu concret et donc de chiffrer. Et ça va aussi vous permettre de potentiellement d'identifier une mauvaise idée ou quelque chose qui ne va pas forcément dans votre stratégie d'entreprise. Voilà, ça va vous permettre de mettre en place un petit peu les curseurs et de peaufiner votre idée en la chiffrant. Alors, au moment où vous allez vous lancer donc, dans votre projet entreprise, le business plan, il va vous permettre de convaincre l'investisseur, donc du sérieux du projet, parce que voilà, c'est une étude que vous allez réaliser qui sera chiffrée, étayée, argumentée. Et donc, c'est important pour un investisseur de lui démontrer, hypothèse à l'appui, voilà, du sérieux de cette entreprise et de votre projet. Donc, ça va servir votre argumentaire. Et enfin, de manière un peu plus anecdotique, après le lancement du projet, vous pouvez en effet toujours vous référer à ce business plan, un petit peu comme une feuille de route, comme un calendrier. Voilà. Vous avez en amont du projet défini des objectifs et vous allez voir du coup au fur et à mesure si le cap il est maintenu, si les objectifs sont atteints ou si vous avez constaté une dérive. Alors, spoiler alerte, hein, a priori, vous n'allez pas suivre au chiffre près, au centième près, les objectifs. Hein, on le verra un petit peu plus tard. Mais un business plan, il a ses limites et on ne peut pas être convaincu sûr à 100% de ce que va donner notre projet. Mais j'y reviendrai dans quelques instants. Tac. Alors ensuite, quelques notions pour le business plan. Donc le business plan, c'est ce qui est compliqué avec, c'est que c'est un outil pluridisciplinaire qui touche à beaucoup de domaines. Donc il faut bien entendu savoir que personne n'en maîtrise tous les aspects. Pas moi, pas vous, personne. On touche à énormément de domaines, chacun a sa vision et donc chacun est limité par ses connaissances sur le sujet, donc c'est difficile d'en connaître tous les aspects.
quelques exemples, quelques notions. Donc, il y a le commercial, il y a toutes les problématiques un peu distribution, tout ce qui sera marketing, les taux de transformation, les notions de prospect, de client. Vous allez avoir aussi la dimension stratégique et économique. Donc, la définition, par exemple, de gamme de produits, l'analyse de marché, votre stratégie commerciale. Voilà, il y a tout ça qui va rentrer dans une analyse un peu stratégique économique. Le technique, l'organisationnel, donc ça, ce sera propre finalement à votre projet. Et donc de la même manière, ça touche à beaucoup de choses. Le financier, le comptable, voire le fiscal. Donc, on le verra d'ailleurs hein, dans quelques instants. Il y a quelques notions en effet de comptabilité, tout ce qui peut être par exemple impôts ou taxes ou tout ce qui fait référence à des emprunts bancaires ou ce genre de choses. Ou pareil, c'est des éléments qu'on va souvent retrouver dans un business plan. Et de la même manière, ça touche à un domaine de compétences très large. Donc, de la même manière, c'est pas évident de tout maîtriser sur ce sujet. Et aussi tout ce qui sera ressources humaines, donc la prise en compte de la formation, du turnover, des ETP, des salaires, des salariés que vous allez que vous allez embaucher pour ce projet, par exemple. Voilà, donc énormément d'éléments différents. Et là, moi, la vision que je vais vous... Un petit souci du bruit. La vision que je vais vous apporter là, voilà, encore une fois, c'est une vision, c'est ma vision. On peut en avoir d'autres, on peut avoir tous les scénarios qu'on souhaite. Voilà, bonjour aux nouveaux qui nous rejoignent. Donc voilà pour ce qui est des notions. Alors donc finalement, si on essaie un petit peu de résumer le business plan, alors voilà, pareil, en quelques mots, finalement, donc le business plan, c'est l'exposé des gains attendus et des coûts escomptés. C'est donc on va essayer de quantifier l'ensemble des gains que va nous rapporter ce projet, voilà, d'une part, et aussi donc forcément on va avoir des coûts qui vont résulter de cette activité. Et donc finalement, le business plan, ça va démontrer à l'ensemble des parties prenantes que le projet, l'entreprise va avoir la capacité d'apporter plus que ce qu'il ne va coûter. Donc finalement, c'est convaincre tout le monde, hein, toutes les parties prenantes, qu'il faut prendre part à l'aventure, que ce projet d'entreprise a du potentiel. Donc voilà. Hop. Alors, on va s'attaquer à quelque chose qui est assez important dans le cadre d'un business plan. On va dire c'est un petit peu la finalité. C'est un indicateur, c'est ce qu'on appelle le ROI. Donc le ROI, pour Return on Investment en anglais ou en bon français, retour sur investissement, c'est un écart entre les gains et les coûts. Donc c'est un ratio en fait. Donc il va être exprimé en pourcentage. Et donc si vous voulez, ça va être le ratio entre au numérateur les gains nets, donc la différence entre les gains et les coûts, et au dénominateur les coûts du projet. Donc voilà, ça va être un taux. Donc par exemple, votre ROI, ce sera 4% sur une année. Voilà, vous aurez généré 4% de gains nets par rapport aux coûts initiaux. Donc c'est un petit peu on peut voir ça comme un taux de rentabilité en fait finalement. C'est un taux de rentabilité. Et donc voilà, c'est un ratio. Donc ça va être quel argent va se dégager de l'activité après que l'ensemble des coûts soit passé finalement. Donc c'est une valeur relative en exprimant en pourcentage. Et donc démontrer un ROI, un retour sur investissement positif en étant autant que possible, c'est très important. Alors c'est très important pour deux personnes. Pour vous, en tant qu'entrepreneur, parce que vous allez vous assurer du potentiel de votre projet d'entreprise avant d'y aller. Parce qu'en effet, si vous vous rendez compte que, selon vos calculs, selon ce que vous anticipez, alors j'ai une question, le ROI prend-il en compte notre propre revenu? Alors oui, en effet, vous pouvez,
dans l'ensemble des coûts, avoir donc les coûts salariés entre guillemets, donc votre propre revenu. En effet, vous allez pouvoir le mettre dans les coûts. Donc le ROI prend en effet vos propres revenus. D'ailleurs, on décortiquera un petit peu justement l'ensemble des coûts. Je vous rassure un petit peu plus tard, mais c'est une bonne question. Donc, je vous disais le ROI, donc qu'il soit positif, c'est important pour vous pour être sûr d'avoir bien affiné votre projet et de s'assurer donc que vous allez lancer votre boîte, votre projet d'entreprise pour de bonnes raisons, parce qu'il y a plein de bonnes raisons pour entamer un projet d'entreprise, mais bon, il faut quand même gagner de l'argent aussi à un moment, c'est aussi sa raison d'exister. Et ça va être également important pour l'investisseur qui, lui, doit s'assurer de la viabilité de son investissement. Alors, de la même manière, je vais zoomer sur ces deux points-là dès maintenant. Tac. Alors, donc, le ROI, c'est important, donc, comme je disais, pour l'entrepreneur, pour vous. Ah, alors, j'ai un petit problème. Alors Jean-Michel, je pense que je vais avoir besoin de votre aide. Je crois que j'ai la présentation qui a sauté. Je ne sais pas si vous voyez toujours la présentation. Ah, voilà, c'est bon, je l'ai de nouveau. Nickel. Hop, c'est revenu, ok, parfait. Alors, donc pour vous en tant qu'entrepreneur, un retour sur investissement positif, c'est important parce que donc c'est une entreprise qui est capable de créer de la valeur, donc c'est une entreprise saine. Voilà, c'est quand même le but du jeu à la base pour l'entreprise, ça va être d'apporter de la valeur à la société, à un marché. Voilà, donc il faut que votre retour sur investissement soit positif. Donc c'est une entreprise saine qui va être en mesure également de jouer sur ses postes, parce que finalement, à un moment donné, le fait d'avoir un ROI assez important, ça va vous trouver une marge de manœuvre, si vous voulez. Donc la capacité finalement de jouer sur les différents postes de dépenses par exemple, donc de piloter un peu plus finement votre activité. Vous avez un bon ROI, une entreprise qui se porte bien, eh bien vous allez pouvoir choisir par exemple de changer vos partenaires, de choisir d'autres matières premières par exemple, enfin voilà, d'augmenter votre salaire, enfin voilà, ça va vous permettre tout ça. Et enfin, donc, c'est une entreprise donc, qui va être résiliente, forcément. Il y a des bonnes années. Alors, comment on calcule le ROI? Alors, la formule vraiment économique, littéralement, ça va être les gains nets, donc ensemble des gains moins les coûts, sur les coûts. Après, ça, c'est la formule économique. Je vous montrerai dans le cas pratique une formule, on va dire financière, un peu comptable, du retour sur investissement voilà, financier, on va dire. Donc vraiment avec la formulation précise. Parce qu'on peut mettre évidemment beaucoup de choses dans les gains et beaucoup de choses dans les coûts. Donc la frontière, la définition n'est pas forcément la même pour tout le monde. Et donc voilà, ça dépend de ce qu'on parle en fait quand on parle de ROI. Donc de manière générale, voilà, économique, c'est la différence entre les gains et les coûts. Et j'ai montré donc une méthode de calcul voilà, financière, on va dire, pour être un petit peu plus précis sur le sujet. Et donc je vous en prie. Et donc le fait d'avoir un ROI qui soit suffisamment important, voilà, ça permet d'être une entreprise résiliente, c'est-à-dire d'avoir la capacité d'absorber les chocs. Vous allez avoir des bonnes années, des mauvaises années. Bon, bah, si vous avez de bonnes années, un beau ROI, ça permet justement de compenser les années un petit peu plus difficiles potentiellement. Donc, c'est important pour vous. C'est important également pour l'investisseur, car un bon ROI, c'est une entreprise donc en bonne santé financière, comme on l'a dit, qui peut absorber les chocs, qui est résiliente, et donc c'est un bon risque de signature finalement pour l'investisseur. L'investisseur, qu'il soit un banquier, un investisseur privé, il va vous prêter une somme aujourd'hui et il va attendre un taux d'intérêt, il va attendre de gagner de l'argent et de l'argent. Donc le but du jeu, c'est de prendre le moins de risques possible en espérant que son investissement lui rapporte autant que possible, qu'il soit fiable. Donc c'est important pour lui d'en amont de se dire, ok, je pars sur un investissement, sur un projet qui n'est pas risqué et le ROI est bon, donc je ne prends pas trop de risques. Donc un discours voilà bien rodé, un business plan rigoureusement formalisé, ça va démontrer
à l'investisseur que l'entreprise est sérieuse, que l'idée en amont n'est pas une idée partie sur un coup de tête, non réfléchi, non chiffré, mais vraiment que vous avez preuve à l'appui, une démonstration comme quoi votre activité est fiable et sera viable. Et donc voilà. Alors, donc tout à l'heure, par rapport donc à cette histoire de ROI, toujours de cette histoire de un business plan, c'est l'identification des gains et des coûts. Donc, comment est-ce qu'on va identifier les gains potentiels dans un business plan? Alors, on va raisonner de manière un peu bête, un peu brutale, un peu économique. Le chiffre d'affaires, finalement, c'est des quantités fois un prix de vente. Ah, on va un peu trop vite, je vais ralentir alors. Euh, le chiffre d'affaires, c'est des quantités fois un prix de vente. Donc, cette quantité, c'est combien est-ce qu'on va être prêt à m'acheter et combien est-ce que moi, de mon côté, je vais pouvoir produire de quantité. Voilà, j'ai une entreprise, je sais pas, voilà, où je vais produire et vendre des marchandises. Bon, bah, il faut que je sois en mesure, voilà, de pouvoir les produire, ces marchandises, et de les vendre. Alors, de toute façon, pour ce qui est de la présentation, vous l'aurez aussi, hein, parce que je vois, on parle de capture d'écran. Si vous le souhaitez, voilà, oui, vous aurez la présentation, en effet. Et donc voilà, les quantités, donc combien est-ce qu'on va être prêt à m'acheter? Alors, on montrera un exemple. Alors, le prix de vente, oui, il est hors taxe, en effet. On raisonne, c'est vrai que je ne le précise pas, on raisonne plutôt en hors taxe, en effet, hein, dans le cadre d'un business plan. Euh, donc, pour que ce soit un petit peu plus parlant, je vous montrerai dans quelques instants un exemple de market sizing un petit peu bête. Mais le market sizing, c'est donc du dimensionnement de marché en bon français. Ça va être donc de définir le potentiel de mon marché finalement. Combien est-ce que des clients seront prêts à m'acheter en termes de quantité? Combien il y a de clients potentiels sur ce marché? Voilà, j'ai envie d'ouvrir une boutique de fleurs quelque part. Est-ce que ça va intéresser un marché? Combien de gens seront capables de m'en acheter, compagnie. Ça, c'est du market sizing. On le verra un petit peu plus en détail dans quelques instants. Mais voilà, ça va être combien est-ce qu'on est prêt à m'acheter. Et après, à côté, il y a aussi donc combien est-ce que moi je vais être prêt à produire. Parce que si j'ai un supermarché qui est prêt à acheter toutes mes quantités, c'est très bien, mais donc il faut aussi que je sois en capacité de produire. Donc il y a des études de faisabilité à faire, des moyens qu'il va falloir allouer, je sais pas, des machines, des salariés, voilà. Donc il y a cette notion-là dans la quantité. Voilà, combien est-ce que on va m'acheter. Et ensuite, le prix. Donc, quel prix est-ce que je vais fixer pour pouvoir maximiser mes ventes? Voilà, réussir à attirer le plus grand nombre de mes produits et aussi quand même maximiser ma rentabilité. Si je vends des bouquets de roses à 50 centimes, forcément, j'aurai un marché qui va se développer assez vite. Je vais avoir beaucoup de gens qui seront prêts à me les acheter. Bon, par contre, ma rentabilité, je vais avoir un petit souci. Donc voilà, l'idée, c'est de maximiser mes ventes et ma rentabilité. Donc là, on va pouvoir faire des études de marché. Il y a quelques modèles qui existent que vous pouvez trouver sur Internet, comme les forces de porteurs. Donc les forces de porteurs, c'est l'étude finalement du marché, de la concurrence, des partenaires, des clients. Voilà, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, parce qu'on risque de s'éloigner un petit peu de notre sujet initial, mais vous avez quelques petits outils dans ce style-là qui vont vous permettre justement d'analyser votre marché. C'est toujours par contre très théorique, attention, hein, de la même manière, ça vaut un petit peu ce que ça vaut. Donc voilà pour ce qui est des gains. Tac. Ensuite, on parlait de coûts. Alors les coûts, de manière générale, de manière classique, on parle de deux coûts qui vont résulter d'une activité. On a les coûts fixes. Donc les coûts fixes, c'est indépendamment de ce que vous allez produire, de votre activité. C'est des coûts qui ne bougeront pas, qui seront engagés dès lors que vous allez vous lancer dans cette activité. Donc les loyers, les baux commerciaux, les remboursements de crédit, le paiement des intérêts, des personnes que vous allez prendre en CDI, hein, que vous vendez vos fleurs dont on parlait tout à l'heure ou pas. Si vous avez embauché une personne en CDI, il faudra bien la payer, donc ce sera des frais qui ne bougeront pas. Et à côté, donc ça, voilà, vous allez les identifier. Donc en général, c'est pas trop compliqué, vous les connaissez plutôt en avance. Tout ce dont on vient de parler. Après, à côté, vous avez les coûts variables. Donc là, vous allez avoir une corrélation entre les coûts
et votre activité. Plus vous allez produire et plus ça va vous coûter cher, moins vous allez produire, moins ça va vous coûter cher. Donc ça va être l'achat voilà, de marchandises, de matières premières, des prestations hein, diverses et variées avec des partenaires, des CDD. Voilà, je sais que le trimestre là il va être bon. Allez, je vais prendre un CDD de 3 mois. Voilà, c'est de la masse salariale variable. Ce sont des coûts variables voilà, qui vont être indexés à votre activité. Donc vous avez ces deux types de coûts, du fixe, du variable. Donc les fixes, vous les connaîtrez en avance a priori. Les variables, ce sera selon votre activité. Alors, sans vouloir vous assommer avec de la comptabilité, hein, moi-même je ne suis pas non plus comptable, mais il y a quelques notions qui sont, je pense, plutôt importantes pour un business plan. C'est bien les avoir en tête. On ne demande pas à être expert. Hein. Vous êtes peut-être d'ailleurs me coller si vous trouvez la bonne question. Je ne suis pas un expert comptable, hein, je ne suis pas de formation comptable. Mais ma vision du business plan, elle est quand même un petit peu comptable. En fait, on va partir de ce qu'on appelle les sols intermédiaires de gestion. Donc, les sols intermédiaires de gestion, tout en bas de cette slide, vous avez le résultat de l'exercice. Donc, les résultats de l'exercice, c'est vraiment ce que vous avez produit, la production vraiment de votre richesse, vraiment, entre guillemets, ce que vous allez avoir dans la poche. Et en fait, vous voyez, on a un affinage progressif de cette valeur. On part tout en haut de votre marge commerciale, votre marge de production. Et après, on va aller retirer les éléments que vous voyez en rouge, donc les différents achats, les charges de personnel, et ajouter les différents produits, donc les différents gains, donc les ventes de marchandises, la production de l'exercice, voilà. Donc c'est pas si vous êtes allergique au thème comptable, il n'y a pas d'obligation. C'est encore une fois une vision, une manière de faire. Il n'y a pas d'obligation d'utiliser des sols intermédiaires de gestion pour un business plan. Mais voilà, ça va vous permettre d'avoir une base comptable qui plaît quand même un petit peu à l'investisseur en règle générale. Mais voilà, ça va vous permettre cette méthodologie. Ah, il n'y a pas de son. Il y a juste une personne qui n'a pas de son, sinon vous avez toujours du son, il n'y a pas de souci. Oui, alors j'ai pas vu qui c'était, mais je pense qu'il faut que vous vous rafraîchissiez. A priori, les gens ont du son. Donc voilà, ça va être permettre d'identifier et d'analyser donc les différents postes de gains et de coûts, et donc ça va être un moyen d'analyser ce qui va contribuer à la formation donc, de ce résultat net que vous avez tout en bas, le résultat de l'exercice. Donc sans à tout prix rentrer complètement dans le détail, hein, ces quelques notions. La valeur ajoutée, donc c'est la richesse qui est créée par l'entreprise. Donc ça va être votre marge commerciale si vous vendez plutôt des marchandises, votre marge de production si vous êtes plutôt une entreprise qui produit. Ça vous donne la valeur ajoutée. Après, donc vous avez l'excédent brut d'exploitation. C'est un terme un peu barbare, le BE. C'est juste finalement une donnée qui va vous permettre d'analyser la performance de votre modèle économique et la rentabilité de l'activité. Voilà, vous prenez la valeur ajoutée, vous ajoutez les subventions, vous enlevez certaines taxes, vous enlevez les charges de personnel, et mais cela implique l'aide. Oui, après, voilà, en effet, vous pouvez passer par un spécialiste, en effet, par un comptable. Après, voilà, tout dépend de l'énergie que vous voulez mettre là-dedans, vraiment sur cette partie-là. Vous pouvez en effet passer après par un spécialiste. Mais bon, en amont, avec voilà, quelques recherches sur Internet, en prenant le temps de poser finalement un petit peu toutes ces hypothèses-là, vous pouvez déjà évaluer ces différents postes par vous-même. Mais après, voilà, chacun il met l'énergie, l'argent, le temps qu'il le souhaite. Voilà. Voilà, donc le BE, c'est la performance de votre modèle économique. Est-ce que vous êtes une entreprise qui est économiquement efficace, qui fonctionne? Après, vous allez avoir donc le résultat courant avant impôt. Donc, c'est la somme du résultat d'exploitation et du résultat financier. Donc là, vous allez mettre les intérêts de votre emprunt et compagnie. Qu'en est-il dans le cadre de la prestation de service? Alors, la prestation de service, vous devriez plutôt les mettre, a priori, dans les charges d'exploitation. Alors après, voilà, là, on va se perdre un petit peu peut-être dans la comptabilité. Vous avez plusieurs postes, hein, plusieurs niveaux en comptabilité. Mais par exemple,
je pense que la majorité des prestations de services, elles iront dans les charges d'exploitation. Donc, vous allez avoir le résultat courant avant impôt, donc c'est votre résultat d'exploitation, votre résultat financier. Et enfin, le résultat de l'exercice, donc vraiment, tout à la fin, vraiment l'argent dans la poche, hein, comme je disais tout à l'heure, façon de parler, c'est un niveau de l'esprit. C'est l'entreprise, donc que c'est l'argent, la somme d'argent que l'entreprise a réellement gagné. Donc, c'est tout ce qu'on avait jusqu'alors, notre résultat courant avant impôt. On y rajoute les éléments exceptionnels et l'impôt donc sur les sociétés, enfin l'impôt sur les bénéfices. Et vous arrivez oui, à sortir par année civile, tout à fait. Oui, je voyais une question. Ouais, c'est pas. Alors, après, vous pouvez être en exercice fiscal décalé. Je vous propose de pas non plus trop se perdre sur ce sujet, mais oui, par défaut, en effet, c'est sur une année civile que l'on part. Donc voilà quelques notions comptables. Alors, si j'arrive à passer à la prochaine slide. Donc maintenant, on va reprendre un petit peu de hauteur, hein, maintenant qu'on a vu justement toutes ces notions comptables, et je vous propose de s'attarder un petit peu donc, sur les avantages et les limites du business plan. Donc, des avantages, voilà, il y en a quelques-uns. C'est proposer finalement à son investisseur et à vous-même, hein, comme on l'a vu, hein, un cadre finalement argumenté, réfléchi, chiffré d'un projet entreprise. Ça va être aussi, voilà, vous partez d'une idée abstraite et ça va être donc objectiver finalement le potentiel de ce projet entreprise. Voilà, je sais que je suis capable de générer de la valeur avec mon entreprise et elle sera économiquement pertinente. Voilà, je l'objective, j'ai mes coûts, j'ai mes gains. Ça peut aussi, alors là où un super business plan très rassurant ne veut pas forcément toujours dire grand-chose, par contre, ça peut être le moyen d'identifier aussi un peu la mauvaise idée, l'activité qui n'est pas viable. Vous jouez sur vos chiffres, sur vos différents postes, si vous vous rendez compte, ah mince, il n'y a rien à faire, je ne vais jamais m'en sortir, ça ne fonctionne pas. Bon, bah dommage, ça allait être une bonne idée, mais en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas de marché pour ça, que ça va me coûter trop cher. Voilà, donc c'est l'occasion aussi de s'arrêter assez en amont du projet, de dire bon, je vais peut-être réviser un peu ma position et donc voilà. Et c'est un exercice, un outil qui est apprécié par l'investisseur. C'est rassurant. Voilà, pour lui, ça le rassure dans son objectif d'investissement. C'est un outil qui a ces qualités-là. Après, attention, il ne faut pas non plus fantasmer sur le business plan. Ça a également bien des limites. Alors, c'est un modèle qui est prédictif et donc qui est basé finalement sur les hypothèses que vous aurez choisies, qui sont subjectives et qui sont incertaines parce que on vit dans un environnement qui est caractérisé par de l'aléatoire, de l'incertitude. Et donc finalement, vous allez partir d'une base d'hypothèses voilà, que vous allez choisir. Vous allez dérouler l'exercice et en partant du principe que ces hypothèses seront respectées, seront bonnes. La vérité, c'est qu'on ne sommes pas Madame Irman, nous n'avons pas notre boule de voyante, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, et nous vivons dans un environnement tellement complexe que, bien évidemment, on ne peut pas prédire avec certitude ce qui va se passer. Donc, c'est à la limite. Un business plan, malheureusement, il ne sera jamais finalement respecté à la lettre une fois que vous lancerez votre entreprise. Donc, il ne faut pas voilà, non plus trop en attendre. C'est un exercice qui est utile, qui est important, qui rassure, voilà, mais il ne faut pas non plus avoir une foi aveugle, bien évidemment, dans cet exercice. Et aussi, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, c'est pas possible de maîtriser tous les tenants et aboutissants d'un business plan, tant il y a de disciplines et de domaines d'application dans un business plan. Voilà, je vous parlais un petit peu de comptabilité je vous parlais un petit peu de comptabilité tout à l'heure. Vous pouvez très bien me perdre également en posant un peu trop de questions. Je ne pourrais pas vous éclairer sur l'ensemble des sujets. Je suis pas comptable de formation. Voilà. Et la comptabilité, c'est juste un exemple. C'est un moyen de faire un business plan, mais vous pouvez le présenter de bien des manières. Donc, c'est un exercice finalement qui reste assez complexe. Il ne faut pas non plus se tuer à la tâche en voulant à tout prix parfait, parce que ce sera compliqué de le rendre parfait finalement, tant c'est incertain et voilà, on touche à beaucoup de disciplines. Alors maintenant, ce que je vous propose, maintenant qu'on a vu la partie un petit peu théorique, je vois que le repas, je vais être un petit peu accéléré d'ailleurs, ça va être de vous montrer un cas pratique. Alors, il faut juste que je retrouve comment on faisait. Il y avait le partage de bureau, c'est ça. Ouvrir l'appli. Voilà. Tac. Ouvrir
Donc là, sur application. Ouais. Et l'Excel, voilà. Voilà. Donc, ouais, un exercice, ouais. Là, vous pouvez cliquer sur Excel. Alors, tac. Donc voilà, voilà le fameux document Excel. Alors, je peux, c'est pas grave. Hop. Donc, je sais pas si, j'espère que vous voyez bien ce qui se passe. Alors, ce petit exercice, finalement, ce petit Excel, voilà, je l'ai formalisé donc, dans le cadre de cette conférence. C'est complètement fictif. Alors, c'est pas minimaliste non plus, mais c'est très, très imparfait dans la mesure où l'idée, c'était juste de donner quelques pistes, voilà, un exemple finalement d'hypothèse, de à quoi ça peut ressembler à la fin, voilà, pour que vous puissiez vous projeter. Il n'a pas vocation à être complet ou à refléter nécessairement la réalité. Hein, attention, je n'ai pas fait non plus d'études de marché, par exemple, pour ce cas. Mais voilà, c'était l'occasion de vous présenter un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc, dans cet exercice, alors, on souhaite être financé par un investisseur. L'objectif, ça va être d'ouvrir une boutique donc, de production et de distribution lors de sandwichs qu'on va dire haut de gamme, donc qui sont bio, vegan. Et donc, cette boutique, elle serait localisée à Boulogne, dans le 92. Donc voilà. Quel est l'exercice? Alors, avant de vous montrer ce que vous avez peut-être entreaperçu il y a quelques instants, on va déjà partir de quelques hypothèses. Alors, je vais zoomer un petit peu, sinon vous n'allez pas voir grand-chose. Pareil, hein, ce document-là, vous l'aurez également. Donc, je vous parlais de market sizing tout à l'heure. Un petit exemple, entre guillemets un peu bateau, il vaut ce qu'il vaut. Pareil, hein, j'ai pas, vous voyez des taux de sensibilité, ils sont un peu près aléatoires, mais il n'y a pas d'études derrière. Mais pour vous montrer un petit peu l'idée, c'est voilà, j'ai envie de lancer ma boutique de sandwich bio-vegan, mais est-ce que finalement je vais avoir une clientèle potentielle? Alors, à Boulogne, j'ai 118 000 habitants. Voilà. Bon, ça, pour le coup, c'est une bonne donnée, je crois. Des travailleurs qui viennent donc travailler tous les jours à Boulogne, j'en ai 45 000. Donc, j'ai une population totale potentielle de 160 000 et quelques personnes. Donc voilà, ça c'est ma base. Ensuite, des gens qui vont être intéressés par des produits véganes, mettons qu'il y en a 12% de la population française qui veut consommer des produits véganes, et on va dire 26% des gens qui veulent consommer des produits bio. Donc ça va nous faire une population cible de pas loin de 54 000 personnes, voilà, potentielle. Voilà, donc des gens qui viennent travailler ou qui habitent à Boulogne et qui sont intéressés par le bio, le vegan, on a pas loin de 54 000, on va dire. Ensuite, Boulogne, c'est pas si petit. Combien de ces 54 000 personnes vont passer devant mon magasin? On va dire 10%. J'ai choisi une bonne localisation, je suis dans une des grandes artères. Voilà, j'ai quand même 10% de ces gens-là qui vont passer devant chez moi sur la journée. Ensuite, sur ces passants, sur ces 10% de passants, combien est-ce que j'en ai qui vont choisir de s'arrêter? Alors, je suis un expert marketing, j'ai une super devanture. Je pars du principe que j'aurai 18% des gens qui vont passer devant chez moi, qui vont dire tiens, je vais m'arrêter et je vais entrer dans la boutique. Ça nous fait pas loin de 1000 prospects mensuels par jour. Et après, on parle donc de taux de transformation des prospects, donc combien de ces personnes qui passent par chez moi vont finalement acheter un produit chez moi. Et là, on va dire, bon, en général, quand on rentre dans une boutique de sandwich, ça va quand même être pour acheter. Donc, 80% des gens, la majorité des personnes va choisir de consommer chez moi. Donc, ça me fait 139 clients par jour. On part sur une hypothèse de 200 jours travaillés. Donc, j'ai 27 000 clients par an. Voilà. Ça, encore une fois, ça vaut un petit peu ce que ça vaut. Mais voilà, on a fait du market sizing. On s'est dit, OK, j'ai tant de personnes. J'en ai tant qui vont être intéressés. Je joue un peu sur le curseur. Et à la fin, moi, je pars du principe que sur une année, j'ai pas loin de 30 000 clients qui vont venir consommer chez moi. Voilà, c'est un exemple de market sizing. Après, vous pouvez l'affiner autant que vous souhaitez, aller consulter, faire vos propres études, voilà, en consulter, voilà. Tout est bon à ce niveau-là. C'est un exemple d'hypothèse qui a été choisi, mais vous pouvez alimenter de toutes les manières que vous le souhaitez votre business plan. Tant que c'est pertinent, n'hésitez pas à ajouter des informations. Au contraire, ça montre voilà, que votre étude elle est poussée, elle est intelligente, elle est réfléchie. Voilà.
Et alors, je vois justement une question intéressante, justement, est-ce qu'on peut faire des hypothèses hautes et basses? Tout à fait. Tout à fait. Dans un business plan, c'est même assez souvent recommandé. Alors, ça peut complexifier un peu notre modèle. Par contre, c'est apprécié parce que, comme on le disait tout à l'heure, finalement, on est dans un environnement un peu incertain. Donc, c'est juste très réaliste, finalement, de choisir des hypothèses hautes et basses, hein, finalement. Donc, tout à fait, hein. Et donc ça, en effet, n'hésitez pas à mettre plusieurs hypothèses. Et donc, plusieurs scénarios, finalement, dans votre business plan. C'est vrai qu'on n'en parle pas dans cet exercice-là. L'idée, c'était de rester un petit peu simple quand même. C'est plus une initiation. Mais voilà, n'hésitez pas, en effet, vous pouvez le complexifier tant que ça reste digeste, hein, finalement, et que ça reste compréhensible. Apporter un peu de complexité, vous pouvez y aller, voilà, si c'est pertinent. Donc, voilà. Là, un exemple d'hypothèse que j'ai choisi de sortir un petit peu de ma synthèse, pour pas non plus trop alourdir ma synthèse. Et là, on va attaquer sur cet onglet. Tac. La fameuse synthèse. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail d'absolument tout, ça n'a pas d'intérêt. De la même manière, hein, ce n'est pas un cours de compta non plus. Hein. Je ne serai pas le plus légitime pour faire un cours de compta. Mais sans trop rentrer dans le détail, comment est-ce que ça va se présenter? Donc là, ça, c'est vraiment le business plan tout classique, hein, finalement. Vous allez avoir vos périodes, là, sur les colonnes C à G. Donc là, on part sur 5 ans, de 2020 à 2024. Voilà, on a ces 5 périodes-là. Et sur chaque colonne, on a une année. Et donc, on va avoir nos différents postes donc de coûts et de gains ici. Et donc là, comme on le voyait finalement tout à l'heure, hein, sur nos sols intermédiaires de gestion, sur le petit PowerPoint, finalement, tout en bas, le résultat de l'exercice. Alors, quand même, on va payer un petit peu, je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Hop, je vais y arriver. Un petit peu plus en détail. Par exemple, moi, mes sandwichs, c'est de la production que je vais vendre. Donc là, je vais cliquer sur le petit plus, s'il veut bien. Voilà, sur le petit plus, voilà, il y a un petit tiroir dans l'Excel pour justement aller chercher les petites informations sans non plus trop alourdir la présentation. La production vendue, je pars du principe que c'est 53 000 € la première année, parce qu'on partait du principe que j'avais 27 000 et quelques clients, que mon sandwich classique, mon produit 1, je le vends à 1,90 €, mon sandwich complet, mon produit 2, je le vends 2 €, et mon sandwich luxe, 2,90 €. Voilà. Et donc, je dis que 50% des gens de mes clients vont acheter le classique, 40% le complet et 10% le luxe. Ça me donne donc finalement une production totale, et là, on peut le faire chaque année. Et on n'est pas obligé de rester figé toujours sur les mêmes hypothèses. Là, vous voyez, par exemple, j'ai ma clientèle qui augmente. On peut dire, oui, pareil, hypothèse à l'appui, un petit peu démonstration à l'appui. Moi, je pars du principe que comme mes produits vont être quali parce que je vais mettre ci, ça, 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 je vais avoir une base de clients qui va s'élargir, qui va augmenter avec le temps. Voilà. Après, vous ajoutez toutes les hypothèses que vous souhaitez, tant qu'elles sont pertinentes et réalistes, le plus réaliste possible, bien évidemment. Voilà, c'était un exemple. On a donc notre production de l'exercice qui apparaît ici, 53 000 €, 59 000 €, voilà, d'année en année. Donc en 2020, on peut partir du principe, tac, je vais refermer les volets pour que ce soit un peu plus visible, qu'on aura donc une production de l'exercice de 53 000 €. Si on descend un petit peu, alors là pareil, hein, je vais vous montrer un second exemple à dépendant qu'on y est. Pareil, j'appuie sur mon petit volet. Je vais donc produire d'un côté, avoir du chiffre d'affaires, du cash qui va rentrer, mais d'autre part, je vais avoir donc des coûts liés à cette activité, les fameux coûts variables dont on parlait tout à l'heure. Donc là, je pars du principe que je vais avoir 33 000 € de frais parce que je vais produire telle quantité, je vais avoir tant de gaspillage, donc je vais en produire tant. Produire 15 000 par exemple sur sandwich classique sur une année fois 90 centimes, ce sera mon coût de production. Pareil, hein, je pourrais dire, alors pourquoi 90 centimes, si, ça, voilà. Entrer en détail comme on souhaite. Ça va me coûter finalement 13 000 €. Pour le produit 2, 15 000 €. Pour le produit 3, 4 000 €. Et voilà, ça me fait, je vais refermer ça, ça me fait donc 33 000 € de coût de production pour ces produits. Ce qui me fait une marge de production de 20 000. Sans rentrer dans le détail de l'ensemble des postes, je vais avoir par exemple mes charges de personnel, donc mon salaire à moi par exemple, ainsi que celui
d'un salarié que je prends en CDI ou d'un stagiaire ou je sais pas pour m'aider l'été ou je sais pas, excusez-moi, j'ai n'importe quoi. Donc voilà, ça va donner notre excellent niveau d'exploitation qui est positif, notre activité c'est bon et économiquement fonctionnel, on va dire. Et voilà, je descends, j'ai mes charges financières, donc là ça va être l'intérêt de mon crédit par exemple. Alors, en comptabilité, ce qu'on appelle donc les dotations aux amortissements aux provisions, sans trop rentrer dans le détail, c'est j'ai acheté des machines, il va falloir j'avoir un plan d'amortissement en fait, de ces machines, par exemple. Je l'ai payé 50 000 euros et elle va me durer 5 ans. Donc, chaque année, je vais déprécier de 10 000 euros de manière comptable, finalement, la valeur de, de ce matériel. J'obtiens à la fin un résultat courant avant impôt, donc qu'on avait vu tout à l'heure, donc 3 000 et quelques euros. Je paye mon impôt sur les sociétés et à la fin, j'ai un résultat de l'exercice, ouf, tout juste positif, 2 700 et quelques euros. Voilà, c'est moi le résultat de l'exercice. Je pars du principe qu'il croît dans le temps, parce que j'ai des hypothèses qui évoluent dans le temps comme je les ai choisies. Et là, un petit récapitulatif tout en bas. Là, j'ai mon chiffre d'affaires. Donc, c'était l'information qu'on avait un petit peu plus haut. Tac, sans trop me perdre, voilà, qu'on avait ici. J'ai des taux. Alors, le taux de profitabilité, taux de profitabilité, si j'arrive à le dire, c'est donc notre résultat de l'exercice, donc finalement vraiment combien de sous ce projet nous a rapporté sur l'année par rapport au chiffre d'affaires, donc combien est-ce que d'argent est rentré initialement. Donc ça va être un petit peu l'efficience du modèle économique, si vous voulez. Et donc le taux de rentabilité financière, c'est ce qu'on retrouvait tout à l'heure, et justement, je vous l'ai promis tout à l'heure. Là, c'est la vision un peu financière du ROI. Ça va être le résultat de l'exercice, donc combien est-ce qu'on a finalement gagné d'argent une fois qu'on a retiré tous les coûts, donc c'était nos fameux gains nets, donc l'ensemble des coûts, l'ensemble des gains, pardon, l'ensemble des coûts. Et là, l'hypothèse, le F3, c'était le coût de mon emprunt. Je peux vous montrer ça, enfin le volume de l'emprunt. Donc là, c'est la vision financière. C'est au total, j'ai emprunté 180 000 euros. Et sur cette année-là, j'ai gagné, je ne sais plus ce qu'on avait dit, 2700 et quelques euros, je crois. Voilà, et le reste de l'exercice, c'est 2700 et quelques euros. Voilà, mon taux de rentabilité, finalement, c'est ça, 1,5%, et il évolue dans le temps. Pour finir, alors, excusez-moi si vous avez des questions, là, j'y fais un petit peu moins attention, mais je pense qu'on va avoir dans quelques instants l'occasion d'échanger là-dessus. Et voilà, juste pour finir, un petit graphique, c'est visuel, ça parle, voilà, sur nos différentes années, formidable, on a un résultat net qui augmente dans le temps, qui est en pleine croissance, et un chiffre d'affaires et une profitabilité, un taux de profitabilité qui augmente. Donc voilà, c'est un petit peu une synthèse visuelle finalement de notre business plan. Voilà pour ce qui est donc de cette proposition de business plan. Une synthèse dans laquelle on va avoir toutes nos hypothèses qu'on aura choisies. Donc par exemple ici, il y a juste le market sizing et la demande de financement, le besoin de financement. Ici, on va retrouver donc tous nos calculs, donc là ici un petit peu comptable, hein, tous nos différents calculs. Et enfin, une synthèse avec des graphiques. Voilà, c'est toujours plus parlant. Voilà pour moi. Donc, je pense qu'on peut peut-être passer aux questions. Merci Pierre, merci beaucoup. En effet, il y avait quelques questions, mais en tout cas très intéressant. D'ailleurs, très bonne idée cet exercice voilà, que vous avez proposé ici pour illustrer, merci, je vous en prie, cette partie. Il y avait en effet, alors il y avait deux questions, si je reprends ici le chat, notamment Karine qui dit, est-ce que vous pouvez redonner les formules des deux taux? Alors, oui. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai peut-être été un petit peu rapidement sur ce point. Donc, en fait, d'un côté, on avait le taux de rentabilité et de l'autre, le taux de profitabilité. Donc, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je le dis dans les détails. Le taux de rentabilité, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, finalement. Donc, c'est l'efficacité économique. Et là, dans notre exemple, bien sûr, hein, vous aurez le support, hein, si jamais. Voilà. Donc, dans notre exemple, c'est le résultat net de l'exercice. Donc, vraiment, le suivi donc, de tous les gains, de tous les coûts jusqu'au bout, comme on les voit. Donc, que ce soit les salaires, les différents impôts, différentes taxes, les coûts d'achat des marchandises, voilà. La différence entre tous les gains et tous les coûts.
alors attendez, excusez-moi, là je suis sur sur le taux de rentabilité, j'étais sur le taux de rentabilité, sur donc le montant de mon emprunt, de mon crédit initialement. Voilà, j'ai emprunté tant d'argent, d'un coup, one shot, d'un coup, donc là, 180 000 euros, et sur une année, dès la première année, je peux gagner tant d'argent vraiment net, voilà, par rapport à cet emprunt. Et c'est ça finalement. Le taux de rentabilité financière, c'est voilà, combien est-ce que je peux dégager d'argent avec l'argent qu'on m'a prêté initialement. Voilà. Ça, c'est le taux de rentabilité financière. Et le taux de profitabilité financière, alors là où finalement la différence, c'est que le taux de rentabilité, c'est de l'efficacité. Le taux de profitabilité, c'est plutôt de l'efficience. Ça va être, en fait, c'est le taux de profitabilité, si on le reprend. Donc, ça va être le rapport entre le résultat de l'exercice, donc encore une fois, nos gains vraiment nets, sur le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est tout ce qu'on a vendu. Voilà, j'ai vendu pour 53 000 euros de marchandises, de production, voilà. Et par contre, à la fin, il me reste 2 000 et quelques euros. Ça, c'est mon taux de profitabilité. C'est finalement par rapport à mon exercice, finalement, à un certain niveau d'argent gagné globalement pour l'entreprise, combien est-ce qu'à la fin, il m'en reste réellement? Voilà, je ne sais pas si je suis clair. Donc là, en l'occurrence, le résultat de l'exercice sur le chiffre d'affaires. Voilà, taux de profitabilité et taux de rentabilité. Alors, il y avait donc Alex qui me demandait s'il l'a dit, aide-t-elle à faire émerger un projet, donc chercher et trouver l'idée de création, ou bien sur un projet déjà arrêté. Alex, c'est plutôt déjà un projet arrêté. On avait fait une époque de l'émergence, qu'on appelle de l'émergence de projet. Aujourd'hui, on ne le fait plus, notamment parce que d'autres partenaires se sont positionnés sur cette partie-là, notamment BGE. Et en fonction de votre situation, par exemple, si vous êtes demandeur d'emploi, Pôle emploi propose des ateliers qui s'appellent Active Créa, qui vous permettent aussi de travailler sur de l'idée au projet, on va dire. Nous, on intervient à partir du moment où le projet est défini. Florie, dans quelle partie vous incluez les coûts liés au loyer, prime à payer pour les assurances, par exemple? Alors, ça, si je ne vous dis pas de bêtises, tout ce qui va être d'un point de vue comptabilité, je le mettrai dans les charges d'exploitation. Ça a priori. Alors les assurances, peut-être dans les charges financières. Alors là où j'étais un petit peu vite involontairement tout à l'heure, c'est donc là sur le business plan, vous avez donc justement sous le BE les fameuses charges d'exploitation et charges financières. Donc voilà, il y a pas mal d'éléments comptablement qui vont rentrer là-dedans. Vous pouvez par exemple les mettre ici. Alors, là, c'est vraiment si on choisit d'avoir un point de vue purement comptable, se dire enfin, des postes de charges et de produits comptables. Vous en avez énormément et parfois c'est un petit peu subtil, il faut savoir où les mettre. Soit on part d'un plan comptable général pour vérifier tout ça, soit sans s'embêter à rentrer vraiment dans la comptabilité pure. Ce qui est important aussi, c'est le raisonnement. C'est pas bien grave si on ne le range pas forcément au bon endroit. C'est de se dire, j'ai des charges d'exploitation à un endroit, par exemple mes frais liés à l'assurance, au loyer et compagnie. Je pars du principe que ça part dans les charges d'exploitation. C'est pas un non-sens, ça paraît cohérent. Après, comptablement, c'est pas forcément le bon endroit. C'est vrai que vous allez avoir des centaines de postes sur votre plan comptable. Donc, je ne pourrais pas vous dire le numéro de poste précis, mais dans la charge d'exploitation, on n'est pas trop mal a priori. Vous pouvez mettre pas mal d'éléments là-dedans. Et de la même manière, comme on le voyait tout à l'heure, on a les petits tiroirs justement qui nous permettent d'aller zoomer sur l'information. Voilà, coût d'achat des matières premières. Pourquoi est-ce que ça me coûte tant? Pourquoi est-ce que j'ai 33 000 euros? Parce que, tac, 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 je mets ensemble des éléments. J'aurais pu faire la même chose. Encore une fois, on est sur une version un petit peu simplifiée. Mais j'aurais pu partir de ce même principe. J'ai mon petit tiroir ici, j'ai les charges d'exploitation. Ça va être ça, 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 le coût de mes assurances, mon loyer, voilà, tout ce qu'on peut imaginer finalement. Alors, il y avait une question d'Isabelle qui, au fait, elle est dans la prestation de service et elle se demandait comment est-ce qu'on fait un business plan lorsqu'on est en prestation de service, une activité de graphiste et web designer. Alors,
je ne sais pas si vous allez avoir des spécificités particulières. Finalement, je pense on peut se rapprocher, voilà quelque chose que je ne perçois pas dans la question, mais je pense qu'on peut se rapprocher finalement de ce qu'on a vu là de la même manière. Hein. Ça va être de se dire, est-ce que j'ai un marché? Combien de contrats est-ce que je pense être en capacité de décrocher chaque année? Le prix moyen qu'un contrat va valoir. Hop, voilà, ça va être donc ma marge de production, enfin ma production hein, finalement, hein, combien est-ce que je vais gagner à partir de ces contrats. Après, de la même manière, finalement décliné. Donc, alors, je ne connais pas très précisément sur le bout des doigts l'activité graphisme, mais j'imagine qu'il y a du matériel à acheter de la même manière que vous allez amortir dans le temps. Donc, ça, comme on l'a vu, vous allez pouvoir le répartir voilà, dans ces différents postes-là. Je ne sais pas si ça répond suffisamment clairement et précisément à votre question ou s'il y a un élément que je n'ai pas cerné. Bon, en effet, hein, je suis d'accord avec vous, Pierre. Peut-être ce qui serait intéressant, c'est aussi d'observer, faire des devis, demander, se rapprocher de concurrents sur des prestations. Vous allez voir différents types de prestations. Donc, ça peut être autant sur la réalisation d'un site web ou peut-être d'autres types de prestations. Donc, à voir combien de sites web vous allez réaliser, combien de types, voilà, ainsi de suite. Et là, c'est voilà, essayer d'estimer tout ça. Voilà, encore une fois, en se rapprochant le plus possible du marché, en essayant de l'analyser. Voilà, en effet, ouais, combien est-ce que aujourd'hui la concurrence, la future concurrence est prête à vendre ses prestations de services. Et voilà, et à partir de là, estimer ce que vous pourrez vendre. Voilà, après, ce sont toujours des hypothèses, hein, c'est toujours tout petit peu au doigt mouillé quand même, mais voilà, c'est l'idée. C'est de coller le plus possible avec la réalité, de partir d'un constat de marché. Ok, je sais que les prestations que je peux vendre, ça vaut à peu près ça sur le marché. Voilà. Alors, il y a une question de Yannick qui dit comment connaître budgéter à l'avance l'impôt sur les sociétés? Ah, alors là, vaste question, parce que ça dépend déjà, il me semble, de la structure juridique de votre société, parce que finalement, vous pouvez être si je tiens une bêtise, sur les entreprises individuelles, sur les EI, je crois que c'est de l'impôt sur le revenu que vous payez, ça peut être de l'impôt sur les sociétés, vous pouvez avoir des crédits d'impôt dans certains cas, vous pouvez avoir des subventions, donc ça monte un peu plus haut, les subventions. Donc ça, alors la règle un peu comptable, un peu de base, c'est les 33%. On part du 33%, là c'est ce que j'ai utilisé dans l'exercice, hein, je pense, voilà, fois 30%. Voilà, le 1 sur 3. C'est la règle de base de manière générale. Après, vous savez que la fiscalité en France, c'est quand même un vrai sujet, c'est quand même un sujet particulièrement compliqué. Donc, selon chaque situation, ça varie énormément. Donc, soit voir un petit peu sur Internet, voilà, moi, la société que je vais faire, ça va être une SAS, c'est tel type d'impôt que j'ai payé, et par rapport à mon résultat courant, ça va être ça que je vais payer. Sinon, de manière plus standard, voilà, le 33%, c'est ce que vous retrouverez assez régulièrement. Alors, il y a une question de Christophe. Alors, même deux questions. Christophe, vous dites, je dois acheter un véhicule. Où je dois placer l'achat de ce véhicule et où est-ce qu'il est préférable de l'acheter en dehors? C'est pas très clair. Ce que vous peut-être, je sais pas. Alors en dehors, donc à savoir, pas, Pierre, est-ce que c'est mieux de l'acheter entre guillemets de manière personnelle et après l'utiliser dans le cadre de la société, ou est-ce que c'est vraiment avec la société que vous allez bon, alors là, ça pareil, c'est des questions, c'est une question peut-être un petit peu fiscale. Je pense de manière générale que vaut mieux en effet le mettre sur le compte de la société, parce que ça vous permettra, en fait, assez souvent, ce qui se passe en optimisation fiscale, c'est de réduire autant que possible ce fameux résultat courant avant impôt. Pourquoi? Non pas parce qu'il faut être pauvre, mais parce qu'il y a un impôt sur la société qu'on va payer après, qui sera donc relatif à ce fameux résultat courant avant impôt. Donc, si vous pouvez réduire comptablement cette base, cette assiette, vous paierez moins d'impôts. Donc, ça peut être intéressant par moment de bien se payer. Alors, ça dépend encore des structures. Parfois, ça va être de bien se payer. Parfois, ça va être de bien charger vos DAP, vos dotations de provision amortissement. Ça va être, voilà, justement, donc typiquement, vous avez acheté un véhicule, par exemple. Donc, je parlais tout à l'heure, je ne sais plus, d'un matériel qui vaut 50 000 €. Partir du principe qu'il va être, vous allez le dévaluer, l'amortir de 10 000 € chaque année. Voilà, ça va plomber du coup votre résultat courant.
vous êtes parti du principe que là où vous voyez le petit 9 000, vous avez un moins 10 000 rien que pour ça, ça va plomber votre résultat courant avant impôt et donc ça va réduire vos impôts. Après, là, on va tomber dans l'expertise fiscale. Ah, je n'ai pas vocation à vous apprendre des choses à ce niveau-là. C'est la limite de l'exercice. Je ne peux pas vous en dire forcément plus là-dessus. Mais voilà. Et il y avait une autre question, je crois, de cette même personne, non? Je sais pas si j'y ai répondu ou pas. Alors, il y a une question dans le cas de non, c'était de Christophe, c'était celle-là. Ouais. Il y a une question de Mireille concernant le plan d'affaires. Est-ce qu'il est préférable de le faire mois par mois sur des activités soumises à des saisonnalités? Oui, alors en effet, vous pouvez avoir des effets de saisonnalité. Et si, alors ça peut être particulièrement important pour des raisons finalement un peu de solvabilité. C'est vrai que si vous partez avec une petite trésor et que vous avez des forts effets de saisonnalité, ça peut être intéressant de se dire, en effet, dans un creux, si vous continuez à avoir des charges dans le temps et que vous avez un creux dans votre saison au niveau de l'activité, se dire, ah mince, là, il peut y avoir un... Enfin voilà, dans ce genre de problématique, ça peut être intéressant de zoomer davantage et de réfléchir mois par mois. Bon, après, il faut que ça reste lisible malgré tout dans l'ensemble, parce qu'un business plan, c'est quand même sur quelques années. Si ça peut être pertinent, en effet, de raisonner mois par mois, ça peut être pertinent si vous avez de la saisonnalité. Tout à fait. Alors, juste pour compléter sur ce que vient de dire Pierre, à l'ADI, par exemple, nous faisons des business plans. Déjà, on le fait, le plan d'affaires, on le fait sur les 12 premiers mois d'activité, c'est vraiment ce qui nous intéresse. Et on le fait mois par mois, pour notamment tenir compte des aspects de saisonnalité. Et ça nous semble intéressant de voir l'évolution du chiffre d'affaires sur une base mensuelle. Alors, Frédéric Lacroix qui pose une question concernant la dotation d'amortissement. Oui. Comment est-ce qu'elle est calculée? Comment est-ce qu'elle est calculée? Souvenir de compta. Je crois que c'est des règles comptables. Alors oui, là on part vraiment sur des règles comptables. Il y a plusieurs fonctionnements. Je pourrais pas être très précis, mais vous avez l'amortissement. Alors finalement, ce qu'on va appeler au réel. Donc, pour reprendre l'exemple du camion tout à l'heure, vous achetez le camion neuf. Vous savez que il va vous durer. Alors vraiment pour schématiser, c'est faux, 50 000 km, j'espère qu'il vous durera plus longtemps. Vous le payez 50 000 €, et vous allez vous dire à chaque kilomètre, j'enlève 1 euro, voilà, donc je l'amortis d'1 euro, voilà, par kilomètre. Bon, vous n'avez pas gagné beaucoup d'argent là, mais voilà, ça peut être au réel ou ça peut être de manière, voilà, côte mal taillée. Le camion, je l'ai payé 50 000 €, je sais qu'avec mon activité, il va me durer à peu près 10 ans. Voilà, je le déprécie de 5 000 € par an, par exemple. Oui, il me semble qu'il y a sur en comptabilité, il y a des règles d'amortissement sur les véhicules neufs. Je crois que c'est 5 ou 7 ans. Après, ça dépend du véhicule parce que c'est pas forcément une camionnette. Nous, à l'ADI, sur, par exemple, l'achat de véhicules d'occasion, c'est plutôt 3 ans. Voilà. Donc, après avoir. Donc, sur la dotation, alors, il y a Ashwak qui posait une question sur le business plan, est-ce qu'on doit détailler toutes les dépenses et achats que l'on effectue? Alors, il n'y aura jamais d'obligation. Par contre, en effet, le fait de renseigner autant que possible le business plan, ce sera toujours mieux. Si vous êtes vraiment exhaustif, carré dans votre démonstration, ça inspire confiance, nécessairement. Ah oui, en effet, il a pensé à tout, on se trouve vraiment avec toutes les informations nécessaires, on a tout détaillé, c'est parfait. Après, voilà, il n'y a rien d'obligatoire. C'est même pas obligatoire de faire un business plan dans l'absolu. Mais voilà, le fait d'avoir un business plan vraiment exhaustif et détaillé, en effet, clairement, c'est un atout qui va jouer en votre faveur, c'est sûr. Il est 14h32, je propose de prendre peut-être une dernière question, Pierre. Oui. D'accord, il y avait une question qui était revenue, et c'est vrai que je ne l'avais pas vue, de Frédéric Lacroix. Vers qui se tourner pour le market sizing? Alors, vous avez des conseils? Alors moi, personnellement, je n'ai pas de conseils. Justement, le petit market sizing que j'ai fait par moi-même. Comme ça, un peu de mien, comme je le disais. Après, on vit à l'ère d'Internet, c'est quand même un sacré avantage pour ce genre d'exercice. Vous allez pouvoir trouver quand même pas mal d'informations par vous-même sur Internet. Il y a une production d'études scientifiques dans tous les sens, voilà, qui est complètement folle aujourd'hui et qui est
assez facilement accessible. Bon, c'est toujours plus compliqué que ce qu'on croit d'aller chercher de l'information, mais qui reste accessible. Donc, ouais, j'ai envie de dire, essayez dans la mesure du possible de faire ça par vous-même, parce que c'est vrai que de l'information, c'est pas ce qui manque. Après, si vous êtes vraiment sur un besoin très spécifique, en effet, vous pouvez sûrement vous orienter vers des experts. Là, j'aurais pas d'adresse à vous donner, par contre, mais je pense qu'en effet, de la même manière, sur Internet, vous pouvez trouver des experts qui pourraient vous aider sur ce sujet. Mais je vous invite en effet à chercher un petit peu par vous-même. Et puis bon, dans la mesure où voilà, où sera votre projet d'entreprise, c'est bien aussi de toucher du doigt un petit peu la réalité du terrain et voilà, et d'établir vous-même vos hypothèses par rapport à une réflexion que vous aurez menée voilà, par vous-même. Je peux que vous y inviter. Et voilà. Après, ça peut être compliqué un petit peu par moment. Finalement, il y a tellement d'informations, c'est un peu la désinformation. Il y a ce bruit qui est un peu difficilement compréhensible par moment, mais voilà, essayez de faire un petit peu le ménage sur Internet de ce que vous pourrez trouver. Et après, vous avez, ne serait-ce par exemple qu'en France, on a la chance d'avoir un super institut d'études et statistiques qu'est l'INSEE. Alors super, je dis pas que forcément toutes leurs méthodes de calcul sont parfaites. Par contre, ils sont complètement transparents sur les méthodes de calcul, les méthodologies utilisées. Donc à partir de là, le simple fait, voilà, je sais pas, par exemple, je parlais du nombre d'habitants à Boulogne tout à l'heure. Je sais pas si l'INSEE va recueillir ce genre d'informations, mais voilà, si vous pourrez trouver ce type d'informations, on va dire globalement, sur le site de l'INSEE, à la preuve à l'appui, c'est documenté, voilà, ne serait-ce que ça, c'est pas mal déjà de partir sur l'INSEE, par exemple. Bon, super. Et je vous propose 14h35. Je vous propose qu'on en reste là aujourd'hui. Pierre, merci beaucoup au plaisir. Pour cette présentation. Merci à vous du coup pour toutes vos questions et pour votre participation. C'était un plaisir. Merci et à tous les participants, merci d'être là avec nous, d'avoir été là avec nous cet après-midi. Et je vous donne rendez-vous demain après-midi à 14h30 pour notre dernière webconférence de la semaine. Et donc, à demain. Bon après-midi. À bientôt. Au revoir. Bon après-midi.